Bonjour, alors je vous propose dans cette vidéo de traiter le sujet du risque sur les actifs financiers parce que c'est un sujet qui est à l'origine de la majorité, de la grande majorité des mauvais choix des Français en matière d'épargne. Alors que pas seulement des Français, hein, mais de la plupart des ménages européens, voire même américains. Alors la première chose, c'est qu'on a un problème social général qui est créé à la fois par les 70 ans de calme dont on a bénéficié dans les pays occidentaux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi l'assistanat croissant de l'État, la part croissante des dépenses publiques dans le PIB de l'État-providence qui contribuent à ce phénomène. Et ces deux facteurs-là, ils vont provoquer une recherche maladive de sécurité dans tous les domaines en France et en Europe. Donc, on l'a très bien vu lors des confinements Covid qui ont été massivement approuvés à leur début. Donc, en 2020, dans les sondages, on avait 90% de la population qui était en faveur de ces confinements pour une maladie dont le taux de mortalité en dessous de 65 ans était dérisoire. Malgré tout, voilà, les gens étaient plus ou moins terrifiés par ça. On le retrouve dans les activités de loisirs, un besoin de sécurité, un besoin de surtout pas sortir des sentiers battus. Et on le retrouve évidemment en finance avec le fait que la majorité des Français choisit pour son épargne les produits qui sont censés être sans risque, qui présentent la sacro-sainte garantie en capital. Mais de ce fait, c'est une forme de renonciation à tout espoir de performance importante pour son épargne. Donc la psychologie de base en France en matière financière, en quelque sorte, c'est surtout je ne veux rien perdre, je ne veux pas prendre de risques, même si j'aurai en contrepartie des performances extrêmement faibles. L'essentiel pour moi, c'est la garantie en capital. Ça se retrouve vraiment dans les choix d'épargne des Français. Il y a des enquêtes de la Banque de France qui sont disponibles sur le sujet. Si on regarde l'épargne des Français, où est-ce qu'on en est? Donc ici, je vais grossir un petit peu cette diapositive qui est proposée par la Banque de France. On a un encours d'épargne actuellement, donc c'était à la fin de l'année 2024 de 6 300 milliards d'euros. Et sur ces 6 300 milliards d'euros, vous voyez que les produits de taux, c'est-à-dire les produits de taux sont tous les placements qui en principe bénéficient de la garantie en capital, des produits à taux fixe. C'est détaillé, donc les dépôts bancaires, les livrets A, les assurances vie en euros, etc. On est à 3 800 milliards, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 60% du total. Donc c'est une grande majorité. Ensuite, on voit les produits de fonds propres qui sont des produits à plus haut risque. La part des actions cotées est ridiculement basse, elle fait même pas 5% du total. Et ensuite, on a les assurances vie en unité de compte qui sont quand même exposées partiellement aux actions qui représentent, ou en tout cas qui représentent à peu près 8% du total. Donc c'est ultra minoritaire. Après, on a les actions cotées, autres participations qui peuvent prendre en compte l'immobilier professionnel. Ça, c'est un autre sujet. Mais les prises, on va dire que les placements financiers qui impliquent une prise de risque et une recherche de performance importante sont ultra minoritaires dans les choix des Français. Alors ça se retrouve encore plus en matière de PEA. Si on va un petit peu plus loin, donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a en PEA. On est à peu près à 114 milliards actuellement en termes d'encours de PEA, avec 5 millions 5 millions 4 de PEA ouverts. Ça fait à peu près 10% ou à peine plus de 10% de la population adulte en France qui détient PEA. Et si on fait le ratio entre l'encours moyen et le nombre de PEA, on arrive à une moyenne de 21 000 euros par compte PEA, ce qui quand même
assez faible par rapport au potentiel considérable que ce support présente. Donc voilà pour ce panorama. Alors si vous suivez cette vidéo, c'est que quelque part ce comportement majoritaire ne vous convient pas, ou que vous vous posez des questions sur ce comportement majoritaire des Français et que vous n'avez peut-être pas envie de suivre leur voie de placement sans risque et de performance dérisoire, que vous avez envie, que vous êtes quelque part plus ambitieux. Alors le premier point essentiel à comprendre en matière de risque, c'est que la volatilité et le risque sont deux choses distinctes. Le problème, c'est que les institutions financières européennes ont complètement assimilé les deux. Donc c'est vraiment dans les guidelines de toutes les institutions européennes, de l'AMF, du CESR. Là, j'ai un document qui date de 2015, donc j'ai retrouvé ce document-là, et vous voyez les classes d'actifs. Hein, vous connaissez sans doute la classification de risque en degrés de 1 à 7 des fonds, des actifs financiers qu'on peut vous proposer dans une banque ou sur Internet. Et là, il est explicitement mentionné une correspondance directe entre le niveau de risque et la volatilité. Vous le voyez sur ce tableau. L'AMF le confirme aussi dans son indicateur synthétique du risque, cet indicateur basé sur une échelle de 1 à 7. Il combine deux types de risques, le risque de marché et le risque de crédit, et le risque de marché représentatif de l'ampleur des hausses et des baisses, donc en résumé de la volatilité. Le risque de crédit, en général, le plus souvent est nul, donc en clair, ils ne prennent, d'après eux, hein, donc ils ne prennent en compte que la volatilité en pratique, sauf exception, pour évaluer leur degré de risque. Alors, assimiler risque et volatilité, en fait, c'est correct uniquement si on se place sur des horizons de court terme, c'est-à-dire sur des horizons de l'ordre de 6 mois. Ok, on peut assimiler plus ou moins les deux et se dire, si on a un besoin, si on place son argent à 6 mois parce qu'on est certain d'en avoir besoin dans 6 mois, à ce moment-là, ok, s'il y a une volatilité élevée, le risque pour vous, ça sera d'avoir à vendre ce placement avec perte dans 6 mois sans pouvoir attendre un rebond. Et là, oui, il y a une correspondance. Mais dès qu'on est sur des durées plus longues, la correspondance entre risque et volatilité, elle devient de moins en moins grande. Et en fait, à la fin, elle devient même complètement fausse. Alors, les produits qui sont dits de taux, hein, qui représentent la grosse majorité de l'épargne financière des ménages, ils sont vendus en général comme étant sans risque. Ils vont être classés par l'AMF la plupart du temps, ou par les documents, les DIC des fonds. Hein. Je vous montre ici par exemple le DIC du produit indépendance Europe Small d'indépendance Asset Management qui est classé en risque 4. Donc les produits taux, ils vont pratiquement tous être en risque 1 ou 2 parce qu'ils ont par définition une très faible volatilité et une garantie en capital. Mais c'est une énorme erreur parce que si vous êtes dans un contexte inflationniste avec monnaie fondante, alors votre capital est garanti, mais vu que la valeur, le pouvoir d'achat de ce capital, il fond d'année en année, en fait, vous allez perdre vous pouvez perdre assez lourdement. Si vous êtes dans un contexte durable d'inflation à 6% et qu'on vous sert des taux après fiscalité sur vos placements à 2%, vous allez avoir une érosion monétaire de 4% chaque année. Et ça, sur une quinzaine d'années, sur 10 ans, vous allez déjà perdre 35%. Donc, en fait, ces produits qui sont supposés être sans risque, ils comportent un risque énorme sur le long terme. Parce que, à mon avis, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, le contexte de monnaie fondante, de déficit public considérable est à peu près, disons, hautement probable sur la prochaine décennie, par vieillissement de la population, par la hausse des dépenses militaires et d'autres facteurs. Donc, en fait,
vous prenez un produit taux garanti en capital, c'est pratiquement une garantie de perdre de l'argent, de perdre beaucoup d'argent sur le long terme. Et en plus, vous n'aurez en contrepartie de ce risque aucun espoir de récompense puisque de toute façon, les taux bas sur ces placements, les taux d'intérêt bas sont assurés. Donc vraiment, je répète, ne confondez surtout pas volatilité et risque et fuyez autant que possible, sauf pour l'épargne de précaution, quelques mois de l'équivalent de quelques mois de salaire. Bien sûr, là, on va avoir recours à des produits qui vont être à taux fixe pour assurer les besoins urgents. Mais au-delà de l'épargne de précaution, vous devez au contraire choisir des actifs qui sont beaucoup plus à risque même si vous recherchez en quelque sorte la sécurité de long terme pour votre épargne. Je serais beaucoup plus rassuré personnellement. Imaginons qu'on me fasse une proposition, qu'on me mette un couteau sous la gorge, on me dise, bon, ben voilà, Loïc, tu as 100 000 euros à placer, ils vont être bloqués pendant 10 ans, tu ne pourras pas y toucher pendant 10 ans. Est-ce que tu vas mettre ces 100 000 euros sur un fonds en euros ou par exemple, sur un bon fonds small caps value comme Indépendance Asset Management Europe Small ou HMG Découverte. Enfin, voilà, si je ne peux pas y toucher, j'irai moi-même. Évidemment, je serais terrifié à l'idée de le mettre dans un fonds en euros sur une dizaine d'années dans un contexte de monnaie fondante parce que ça signifierait assurance de perte, alors que je serais beaucoup plus serein sur le risque pris si je devais investir dans un fonds de bonne qualité comme celui-ci. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur cette notion de volatilité et de risque. Il y a un deuxième sujet. C'est celui des personnes qui sont en fin de carrière professionnelle, qui sont relativement proches de la retraite, par exemple des actifs de 50, 55, 60 ans. Et là aussi, il y a un discours qui est, à mon avis, complètement absurde, complètement erroné, qui consiste à dire plus on approche de la retraite, plus il faut avoir de produits avec garantie en capital, des produits de taux. Et il faut surtout avoir un minimum d'actions parce que ça comporte trop de risques lorsqu'on commence à prendre de l'âge. Alors, je vais vous proposer une petite simulation. J'ai fait une simulation de ça. Voilà, le scénario, c'est on a Nicolas qui paye, Nicolas qui a payé, il a payé pendant des décennies. Vous comprendrez certainement l'allusion si vous faites des recherches sur le sujet sur Internet. Donc notre Nicolas, maintenant, il a 58 ans, il a épargné difficilement 100 000 euros au cours de sa vie et il voudrait commencer à en profiter d'ici 5 ans lorsqu'il partira à la retraite. Ce sera sans doute plus tard que 5 ans, mais bon, peu importe. Et ce qui se dit, c'est un discours que j'entends autour de moi dans les personnes que je fréquente. Ah, mais j'ai travaillé dur toute ma vie pour épargner cette somme. Alors surtout, je ne veux prendre aucun risque, je veux surtout pas la perdre, donc je vais choisir des placements sans risque parce que la bourse est trop dangereux, etc. Alors voilà, je vous mets les détails de la simulation. On a une inflation à 5%, c'est pas si dramatique, ça pourrait être pire dans les années qui viennent. On aurait un taux des placements sans risque à 3%, qui est donc 3% servi sur les produits de taux. Notre Nicolas, il a ses 100 000 euros au départ. Et de l'autre côté, je vous propose des placements en bourse qui vont être simulés avec un schéma 4 bonnes années et une mauvaise année. Donc pour un peu essayer de simuler la volatilité de ce type de placement. Donc pendant 4 ans, on gagne 22% par an et une fois sur une année sur 5, on prend un marché baissier, on perd 15% et le cycle recommence. Alors ça, si on fait la synthèse des deux, ça correspond à un taux de rendement annualisé sur le long terme de l'ordre de 13-14% à peu près. Donc c'est vraiment ce que moi j'ai réussi à faire mieux personnellement, mais on peut déjà viser ça avec une stratégie intelligente en bourse.
Notre Nicolas, il pourrait ensuite, au bout de 5 ans, prélever sur son PEA, puisqu'il veut en profiter, il veut profiter des fruits de son épargne une fois qu'il est proche de l'âge de la retraite. Donc, il va prélever 3%. Ou alors, s'il choisit le placement sans risque, il va aussi prélever 3%. Donc voilà, je vous montre le détail de la simulation. Ici, on a le placement sans risque. Donc, à partir de l'année 5, la valeur ne bouge plus puisque le placement rapporte 3% par an, mais Nicolas prélève 3% dessus. Donc, on a une somme fixe en monnaie courante, mais en monnaie constante, évidemment, ça se dévalue à cause de l'inflation. Si bien qu'au bout d'une quinzaine d'années, il restera à notre pauvre Nicolas plus que 54 000 euros par rapport aux 100 000 euros qu'il avait au départ, parce que l'inflation aura fortement dévalué le pouvoir d'achat de sa monnaie. Alors qu'avec la bourse, il y a des hauts et des bas, mais vous voyez, il finit quand même à 238 000 euros, je dis bien en monnaie constante, en monnaie courante, il sera presque à 500 000 au bout d'une quinzaine d'années. Alors après, les revenus qu'il peut espérer, donc s'il prend 3% chaque année, quoi qu'il arrive, donc avec le revenu sans risque, le revenu du placement sans risque en monnaie constante, ça décline au fil du temps, puisque l'érosion monétaire due à l'inflation fait que son revenu perd au fur et à mesure en pouvoir d'achat. Et c'est assez considérable, comme vous pouvez le constater, au bout d'une quinzaine d'années, par rapport à l'année 5, on a perdu une bonne quarantaine de pourcents. Au contraire, s'il fait de la bourse en PEA, donc il n'est pas fiscalisé sur son PEA tant qu'il ne fait pas de retrait, il va toucher, dès la 5e année, il touche nettement plus déjà qu'avec le revenu sans risque. Mais vous voyez que ces revenus progressent au fil du temps. Bon, évidemment, il y a des baisses de temps en temps lorsqu'il y a un marché baissier, mais même dans cette mauvaise année-là, il touche quand même plus que dans l'autre scénario. Et vous voyez qu'au fil du temps, sa rente finit par augmenter, il finit par toucher 7 000 euros par an. Je dis bien en monnaie constante, donc ça prend en compte l'inflation, c'est l'équivalent de 7 000 euros par an en valeur d'aujourd'hui. Après, on peut changer les données, il peut prendre plus, il peut prélever plus sur son PEA, il peut prélever 5% par exemple. Pardon, là j'ai mis le taux de prélèvement du placement sans risque, donc lui il est à 3%, je remets 5% en PEA, donc tout de suite il aura des revenus à 7 000 euros qui seront plus importants et qui monteront à presque 10 000 euros en fin de simulation. Donc il aura évidemment un petit peu moins d'argent sur son compte à la fin parce qu'il a prélevé plus, mais ça progresse quand même. Donc vous voyez qu'avec ces 100 000 euros, il peut quand même, en investissant en bourse, avoir un complément de revenus très significatif s'il se débrouille bien, et même en s'y prenant tard, c'est-à-dire en s'y prenant à 58 ans, puisque à 58 ans, on a encore une bonne espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé à 65 ans pour les hommes, elle est de l'ordre d'une dizaine d'années. C'est un petit peu mieux pour les femmes. Et c'est même 16 ans sans incapacité lourde. C'est-à-dire qu'on peut espérer, si on est en bonne santé à 65 ans, avoir à peu près une quinzaine d'années devant soi, une dizaine d'années sans problème et encore 5 ans sans problème grave de santé. Donc on peut espérer pouvoir profiter encore de ces efforts d'épargne une quinzaine d'années. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes en fin de carrière professionnelle, ne vous laissez pas avoir par les discours sur la garantie en capital, qui est la garantie d'être perdant sur le long terme de façon certaine. Il faut, même à 55 ans, même à 60 ans, il faut aller vers les placements à risque en sachant que la volatilité, elle peut être maîtrisée si on a une bonne diversification sectorielle, si on a une part suffisante d'actifs anti-inflation pour se protéger et pour gagner dans un contexte de monnaie fondante. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se laisser embarquer par l'ambiance sociale du moment qui est complètement paranoïaque, qui est complètement sécuritaire. Le risque, dans la vie, c'est une source de récompense. Avant tout, c'est quelque chose de positif s'il est maîtrisé, s'il est calculé.
Donc, vraiment, quel que soit votre âge, je dirais, allez-y, foncez sur les actifs qui sont, entre guillemets, censés être à risque et qui, sur le long terme, offrent un bien meilleur potentiel de récompense et finalement, un risque réel moins grand que les placements garantis en capital qui sont assurés d'être perdants dans un contexte de monnaie fondante. Donc voilà, faites-le, que ce soit avec les lettres que je propose, hein, vous aurez les liens en dessous de cette vidéo, ou avec d'autres personnes, peu importe, en allant sur des fonds, si vous n'avez pas envie de bons fonds value, si vous n'avez pas envie de gérer par vous-même. Mais voilà, changez votre état d'esprit et soyez ambitieux, quel que soit votre âge, dans votre démarche d'investisseur.